j'habitais à Lyon. Ah, et vous étiez sage à l'école? Si j'étais sage? Oui. Oh, ben, bien sûr, comme une image. J'avais deux sœurs plus jeunes que moi, l'une qui avait 5 ans de moins et l'autre qui avait 15 ans de moins que moi. Ce qui fait que cette sœur de 15 ans de moins que moi, j'ai fait mon apprentissage de mère de famille avec elle. Quand j'ai eu des enfants, on n'avait pas besoin de m'apprendre comment il fallait leur redonner un bain. Comment vous avez vécu ça, la guerre? Comment je l'ai vécu? Pendant mon adolescence, moi, on l'a vécu, on était bien obligé de le vivre. D'abord, mon père nous avait jamais beaucoup parlé de la guerre de 14. Comme la plupart des militaires qui ont fait la guerre de 14, ils en avaient tellement un mauvais souvenir qu'après, ils ne voulaient plus en parler. Alors, il nous chantait des chansons de la guerre, mais il les arrangeait pour nous. La chanson, c'était « c'est pas de la merde, mais ça viendra ». Mais lui, il nous disait « c'est pas de la soupe, c'est du rata, c'est pas du miel, mais ça viendra ». Et moi, je répétais ça à tue-tête. Est-ce que vous avez gardé des traumatismes de la guerre? Des traumatismes, non, je ne suis pas le genre à être traumatisé. Je laisse couler, je laisse venir. Enfin, vous étiez quand même heureuse ou ça vous a gâché votre enfance? Bon, je ne peux pas dire que ça m'a gâché mon enfance. Je ne sais pas ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu la guerre. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un événement de la guerre qui vous a plus marqué que les autres ou ça allait? Un événement de la guerre de 40. Oui, de la guerre de 40. Un jour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à Lyon, je rentrais chez mes parents. J'avais, je ne sais pas quel âge j'avais, mettons 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et je passais sur les quais du Rhône. Donc là, j'ai longé l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, ça allait d'un pont à un autre pont. Et il se trouvait qu'il y avait des résistants, des Français qui étaient dans les étages supérieurs de l'Hôtel-Dieu, et puis qu'il y avait en bas des Allemands et qui se tiraient dessus. Et ben moi j'étais là, je craignais rien, parce que moi la petite souris qui passait là, ils s'en foutaient éperdument. Mais néanmoins, enfin, ça canardait au-dessus de ma tête. Alors ma foi, j'ai avancé tranquillement jusqu'au bout, puis quand je suis arrivé au bout du bâtiment de l'Hôtel-Dieu, j'ai tourné comme ça sur la gauche, j'entendais même plus canarder. J'ai continué mon chemin, je suis rentré tranquillement. Mon père m'avait toujours dit la mort, elle te prend pas là où tu l'attends. Alors, forte de cette expérience. Vous alliez parfois à la montagne? C'était pas tellement la mode. Cependant, pendant la guerre de 40, il s'est passé ceci, c'est que j'avais une sœur plus jeune que moi qui avait tellement souffert du peu de nourriture qu'on avait à Lyon qu'en une année, elle avait grandi 10 cm, elle n'avait pas pris 1 gramme de poids et on a fait à ce moment-là un test pour savoir si on avait la tuberculose. Et son test était positif. Alors, le docteur de la famille a dit à mon père, il lui a dit « Paul, ta fille, il faut l'envoyer à la campagne pendant les vacances. Débrouille-toi comme tu voudras, mais envoie-la à la campagne. » Alors, on s'est retrouvés, cette sœur et moi aussi,
à Puny-Châtenot. C'est un petit village qui est au-dessus d'Aix-les-Bains, en montant vers le Revard, en colonie de vacances là-bas. Et on descendait à pied jusqu'au lac, on baignait, on remontait, on faisait de l'exercice et surtout, on bouffait. On mangeait bien. Sauf que pendant la guerre, on n'avait plus grand-chose. Alors on était parti au début de la guerre avec des pieds qui chaussaient du 34 ou je sais pas quoi. Et puis les années 4 ans avaient passé, nos pieds avaient grandi, mais les chaussures ne s'étaient pas allongées, elles s'étaient usées. Donc on ne pouvait plus les mettre, on n'avait plus de chaussures à se mettre aux pieds. Il n'était pas question d'aller en chercher dans un magasin, il n'y en avait point. C'était un problème, il fallait trouver des vieilles chaussures dans les greniers des grands-parents. Ce qui est vrai pour les chaussures, c'était vrai pour d'autres choses. Il n'y a pas que les pieds qui grandissaient. Tous les vêtements, les manteaux n'allaient plus rien n'allait. La mode avant, c'était comment la mode vestimentaire? Avant, Oui. C'est-à-dire quand? Quand vous étiez jeune, est-ce que c'était important? Comment vous vous habillez? La mode, elle était toute simple. La différence essentielle, c'est que vous n'auriez pas vu une fille habillée avec un pantalon, ça n'existait pas. Même les premières fois que j'ai fait du ski en jupe. À votre époque, est-ce qu'on se souciait autant du tri et du recyclage? Aucun souci de ce côté-là. À Lyon, le tri, c'était balancé dans le Rhône. Vous pouviez aller dans le Rhône, à certains endroits, vous voyez les trognons de choux qui se baladaient dans le Rhône, vous voyez les rats crevés, vous voyez tout ce que vous voulez. Et puis si vous aviez quelque chose à jeter, allez off au Rhône. Après, ce qu'il en arrivait, de ça, on ne s'en souciait pas. Mais il y avait quand même un service de ramassage. Et de même que il y avait des fosses. Dans chaque immeuble, il y avait une fosse pour recevoir les déchets des cabinets. Et ça, il y avait une association, ça s'appelait l'UMDP, l'Union mutuelle des propriétaires, qui venait de temps en temps vider ça. Qu'est-ce qu'ils en faisaient, j'en sais rien. Et est-ce qu'il y avait autant de plastique dans le monde à votre époque Autant de plastique? Ouais, voilà. Mais ça n'existait pas, le plastique. Le plastique n'existait pas plus que la télé, pas plus que beaucoup d'autres choses. Pas plus que tout vos machins sur lesquels vous tapez là. Les téléphones. Alors, le téléphone, ça existait. Mais attention, il y a peu de gens qui avaient le téléphone. Vous aviez un téléphone? Nous n'avions pas le téléphone. Ma mère, elle avait utilisé le téléphone quand elle était jeune fille et qu'elle était employée au PTT. Mais ensuite, nous avons eu, dans le premier téléphone que nous avons eu, on faisait comme ça, on tournait une manivelle, et puis il y a quelqu'un qui vous répondait, et on disait « Ah ben, pouvez-vous me passer le 46-68 à Franklin ?» Franklin, c'était une des chaînes de téléphone dans le Rhône. Alors, on vous disait oui, mais au bout de quelques temps, eh ben, on nous passait Franklin 65-70,
Non, bonjour papa, bonjour maman, ta. Et voilà. Et puis on reposait le téléphone. Mais on ne pouvait pas téléphoner comme ça, paf, en tapant sur des touches. Ça n'existait pas. Est-ce que ça vous a manqué? Un téléphone, mais il ne te manque que ce que tu vois chez les autres et que tu n'as pas, mais quelque chose que tu n'as pas encore. Si demain on va, je ne sais pas moi, sur Mars, ça te manque toi de ne pas aller sur Mars? Non. Non? Eh bien c'est pareil pour tout le reste. Quand vous étiez petite, est-ce que vous regardez la télé? Quand j'étais petite, la télé, je n'ai pas le souvenir d'avoir regardé la télé, mais c'est une invention beaucoup plus récente. Ça n'existait pas, les télés. Oui. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de télé. Et mes parents ont eu assez tôt un poste de radio. Mais c'était un poste de radio, il fallait avoir des écouteurs dans les oreilles, et puis c'était un poste à galène. C'est-à-dire qu'il y avait une petite aiguille qu'il fallait amener sur une pierre qui s'appelle une galène, et puis c'était branché sur le courant, je ne sais pas quoi. Alors mes parents, ils avaient ça. Eux deux, ils écoutaient. Mais à côté, nous, rien du tout. Donc quand on avait fini nos devoirs, bricolage, je ne sais pas quoi, une partie de domino entre nous peut-être ou autre chose comme ça, eh bien qu'est-ce qu'on allait faire? On allait se coucher. Mais les copains faisaient pareil. Tous les enfants faisaient la même chose. Donc à 9h, 10h du soir, il n'y avait pas un môme dans la rue. Pas un adolescent. Pas beaucoup d'adultes. Les vitrines, pouf, c'était tout noir. Il n'y avait pas les vitrines éclairées la nuit, ça n'existait pas. La distraction la plus tardive le soir, c'était l'allumeur de réverbères. Les villes étaient éclairées par des poteaux au bout duquel arrivait du gaz. Mais ce gaz, il fallait l'allumer tous les soirs. Alors il y a un gars, l'allumeur de réverbère, qui passait et il avait une canne et il allait d'un réverbère à l'autre. Et quand il arrivait au réverbère, il ouvrait le robinet de gaz, il tendait son truc, ça allumait là-haut, il réglait la flamme comme il faut et il passait au suivant. Et il parcourait comme ça toute la rue qui devait éclairer. C'était les allumeurs de réverbères. C'était un métier. C'était un métier. Qui n'existe plus. Ouais, non, c'est tout automatique, hein. Maintenant, c'est tout automatique. À part Bordeaux, est-ce que vous voyagez quand vous étiez petite? Mais on ne voyageait pas beaucoup, mais je pense que les jeunes de notre époque ne voyageaient pas beaucoup. Ils ne se mariaient pas à Perpète-les-Oies, ils se mariaient généralement dans leur secteur. Alors ça ne faisait pas l'occasion de voyager. Et ma mère, elle avait épousé un gars de Bordeaux, là-bas, de Pauillac. Elle avait épousé un Savoyard, mais c'était rare. C'était quoi vos loisirs à cette époque?
Alors, nos loisirs, après ça a été aller se promener, ça a été aller chercher chez des gens que mon père connaissait dans la banlieue lyonnaise, c'est aller en vélo chercher du ravitaillement. Alors on s'en allait, on faisait, il y avait bien 12 à 15 kilomètres. Ces gens, ils habitaient, je ne sais pas si tu connais Lyon, l'aéroport de Lyon a été construit sur le terrain où était leur ferme. Et nous venions du plateau de la Croix-Rousse. Alors ça faisait quand même une sacrée distance en vélo. On y allait, on revenait, et c'était notre sortie. Puis c'était une famille où il y avait 13 enfants, là où on allait le plus souvent. Alors on voyait ce que c'était que les poules, les lapins, les vaches, les chevaux, l'âne et tout le reste. Est-ce que vous faisiez un sport quand vous étiez plus jeune? Notre sport principal pour nous, c'était de marcher à pied. Parce que mon père aimait beaucoup la marche à pied. Et on se promenait, alors les quais du Rhône, on les a parcourus d'un bout de Lyon à l'autre, on peut dire. Oui, c'était sensationnel. Seulement, tous les 100 mètres, il y avait une pissotière. Rien que pour les hommes, bien sûr. Et une pissotière avec toutes les odeurs qui en sortaient. Donc, toutes les 100 mètres, on se bouchait le nez parce que ça sentait mauvais. Bon, c'était comme ça. Alors, vous auriez trouvé ça abominable à l'heure actuelle. Nous, on trouvait ça agréable. Est-ce que vous faisiez du vélo ou de la moto, par exemple? De la moto? Oui. Bon, de la moto, d'abord les motos, il n'y en avait pas beaucoup. Pour les jeunes, ils n'avaient pas d'argent pour acheter la moto, ils n'avaient pas les moyens de faire la moto. J'ai commencé à faire de la moto quand j'enseignais, peu avant 30 ans, mettons. Ok. Avant les motos, on avait les... Comment ça s'appelait? Les scooters. Alors j'ai eu un scooter, moi d'abord. J'ai acheté un scooter. Et du coup, mon père a voulu acheter un scooter. On s'est équipé dans la famille en scooter. On a fait Lyon-Bordeaux en scooter pour aller voir les grands-parents. Ça tourne pour moi. Est-ce que c'était un vrai changement après les congés payés, donc après les accords de Matignon, Quand ils ont pour vos parents? créé les congés payés, oui et non, ça n'a pas été brutal. D'ailleurs, ces congés payés, c'était d'abord, ça ne durait pas bien longtemps, mais il y en a qui n'avaient jamais eu de congé payé. Alors, mon père était employé dans une banque, il s'en fichait un peu. Pour un peu, il n'aurait pas pris de congé. Vous ne partiez pas en vacances? Mais si, on partait en vacances quand on allait chez mes grands-parents maternels. Et mon père, il venait, lui, il faisait coïncider ses vacances avec cette période-là. Et il y venait aux 15 jours, mais pas trop longtemps, parce qu'il aimait bien ma grand-mère maternelle, mais enfin, ils n'étaient pas toujours de même avis, alors il était bien content de rentrer chez lui. En particulier, mon père aimait les familles nombreuses et ma grand-mère
ne pouvaient pas supporter l'idée d'avoir une famille nombreuse, ce qui s'expliquait par des raisons très compréhensibles. Tu veux que je te dise en gros ce que c'était? En France, à un moment, il y avait le droit d'aînesse, c'est-à-dire que c'était l'aîné des enfants qui héritait de tout. Quand on a supprimé le droit d'aînesse, eh bien, s'il y avait 3 enfants, c'était partagé en 3, puis à la génération suivante, le tiers était partagé en autant qu'il y avait d'enfants, ce qui fait que les propriétés, elles devenaient minuscules. Quel remède y avait-il à cela? Ben, le remède, c'était de ne faire qu'un enfant par famille. Donc, ma grand-mère, elle prêchait pour un enfant par famille, un point, c'est tout. Et mon père, qui était d'une famille nombreuse, où on avait une autre optique, eh bien, les derniers enfants, ils s'en allaient habiter en Argentine, en Amérique du Sud, à droite, ils essaimaient dans sur d'autres continents. T'as pigé? Oui. Mais... est-ce que... Vous habitiez où dans Murionnette? Eh bien, dans Murionnette, nous habitions dans la plaine. En quelle année êtes-vous arrivé à Murionnette? Je suis arrivé à Murionnette, eh bien, ma foi, en 58-59. En réalité, je n'y suis arrivé que quand je me suis marié. Mais quand vous êtes arrivé, c'était vraiment tout petit, il n'y avait que des champs ou il y avait quand même une population importante? C'est-à-dire, est-ce qu'entre aujourd'hui, il y a eu un grand changement? C'est-à-dire que... La population? Oui. Oh, ben, la population, il y a beaucoup plus de maisons et peut-être pas beaucoup plus de monde. Il y en a quand même plus de monde. Mais autrefois, dans une maison, il y avait une famille nombreuse, quelquefois 2 générations dans la même famille, dans la même maison. C'est-à-dire qu'il y avait 10 personnes et maintenant dans la même maison, on a éprouvé d'avoir chacun sa chambre, d'avoir des aisances, d'avoir une pièce pour écouter la télé, maintenant une pièce pour faire le travail, une pièce pour autre chose, ce qui fait qu'il faut beaucoup plus de place. Est-ce que vous voyez un grand changement de paysage entre aujourd'hui et à cette époque-là? Mais j'ai un petit-fils qui est dans la culture, mais il ne fait pas la culture comme faisait son père et surtout son grand-père. Entre les deux, il y a une évolution. C'est plus pareil. Mais entre votre petit-fils et avant, enfin, vous voyez une évolution? Ben oui, parce que lui, il fait une culture qui veut respecter les sols, qui veut ne pas empoisonner les terrains avec des pesticides. Les gens n'ont plus le temps aujourd'hui, ils vont au supermarché. C'est bien plus normal d'acheter ici que d'acheter des raisins qui viennent du Chili ou d'Amérique du Sud. Enfin, ça rime à quoi? De trimballer, d'user, de dégager du carbone dans l'atmosphère pour amener des kilos de raisins du Chili en France. Il n'y en a pas assez en France du raisin. C'est ridicule. Du coup, votre métier, c'était professeur de maths, c'est ça? Prof de maths, oui. D'accord. Et du coup, par rapport aux élèves, ils étaient comment avant?
Bon, bah, c'est-à-dire que j'ai enseigné les maths. Et les maths, dans les examens que passaient mes élèves, c'était une matière importante. Alors, j'étais respecté, c'était ma matière qui était respectée. Le pauvre prof de musique que les professionnels n'avaient nullement besoin de musique pour travailler, les pauvres, alors eux s'envoyaient et il y en a qui pâtissaient, ils n'étaient pas respectés, mais on comprend. Oui. C'est comme aujourd'hui, hein. Des jeunes d'aujourd'hui, vous en pensez quoi? Les jeunes d'aujourd'hui? Oui. Moi, les jeunes que j'ai dans mon entourage, mes petits-enfants, je les trouve tous super, mais je trouve qu'ils n'ont pas la vie facile. Parce que il faut qu'ils trouvent de quoi faire les études et en même temps de quoi payer ses heures d'études ou gagner 4 sous. J'en pense, moi. Ceux que j'ai autour de moi, ils sont super. Ça va alors. Qu'est-ce que je leur souhaite? Oh, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je leur souhaite? Je leur souhaite de se débrouiller selon leur goût, leurs besoins, qu'ils ne soient pas plus ambitieux. Je leur souhaite surtout d'être raisonnable. Oui, être un peu gourmand, c'est bien. Être un peu orgueilleux, ça peut peut-être être bien de temps en temps, mais il ne faut pas trop. Qu'est-ce qui vous agace dans le monde d'aujourd'hui? Ce qui m'agace, c'est... il y a des tas de choses qui m'agacent. D'avoir à utiliser tous ces appareils. Oh, puis alors, l'ordinateur, ça m'agace. Parce que moi, l'ordinateur, je tape. Déjà, j'ai de la peine à taper. J'ai pas sitôt tapé, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il me dit, pof, c'est parti. En plus, je lui demande un truc, il me répond 10 autres machins. Ah, il m'agace, hein. Oh, alors l'ordinateur, c'est la plaie. Et je suis bien contente de ne plus en avoir. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Eh bien, de voir des jeunes qui s'interrogent comme ça sur des tas de questions, qui découvrent tout d'un coup qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de ci, pas de là, sur la vie d'aujourd'hui. Je trouve ça épouvantable. Vous êtes avec des gens, ils ne savent plus que taper comme ça. Vous leur parlez, ils tapent. Ils conduisent une automobile, ils tapent. Ils sont au restaurant en train de manger, toc, 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 ils tapent. Et vous tapez aussi? Moi, je tape pas, je ne vois pas ce que je tape. Mais ça m'énerve de les voir taper. Vous avez un portable, vous? Oh, j'ai un portable, oui, mais il ne faut pas me demander de me servir de toutes les fonctions de mon portable. Ah, les SMS, je sais les lire, oui, ça va. Ouais, quelquefois, j'ai de la peine pour les effacer, alors j'efface pas ce qu'il faut, mais enfin... Maintenant, vous êtes toujours à courir comme des dératés, vous avez toujours des tas de choses à faire. Je vois mes filles, elles ont des emplois du temps. Elles font quelque chose chez elles. Elles s'occupent des enfants. Elles font des randonnées en montagne qui n'en finissent plus. On fait plus de choses aujourd'hui. Elles font beaucoup plus de choses, et des choses beaucoup plus variées que nous. Mais
je ne sais pas si elles sont gagnantes au bout du compte. C'est comme ça, c'est comme ça. Quelle était la place de la femme au foyer avant? Oh ben, la place de la femme, sa place, c'était au foyer. Ma mère a travaillé quand elle était jeune fille, mais quand elle a été mariée, il n'était plus question qu'elle travaille à l'extérieur. Elle s'est occupée de ses enfants, elle s'est occupée de faire la cuisine, de faire son ménage. Ils avaient 4 poules, ils avaient un jardin, donc un peu de jardinier, mais non, mon père n'aurait pas aimé que ma mère aille travailler à l'extérieur. Oui, c'est sûr, bah, avant c'était... Bon, enfin, il n'était pas tout à fait contre. Mais enfin, la place de la mère était le plus généralement au foyer, et les femmes qui avaient des prétentions de travailler n'étaient pas toujours bien vues. Ok. Non, il y en a encore des restes dans la société. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez voté aux élections présidentielles? Non, je ne me rappelle pas, mais quand j'avais 21 ans, je crois bien qu'on n'avait pas encore le droit de vote. Okay. C'est venu qu'après. Et c'était un grand événement pour les femmes, du coup? Oh pour certaines qui s'étaient un peu intéressés à la question, il y en a qui n'avaient jamais mis le nez dans un article un petit peu sérieux de politique, alors ça leur disait moi. C'est venu beaucoup plus progressivement que n'est venue la révolution que j'ai vécue et dont vous subissez l'évolution. C'est le progrès de l'informatique et tous ces trucs-là. Ça, c'est venu très vite et ça a très vite changé le paysage. Alors, est-ce que vous pensez que c'est important que les femmes elles soient libres par rapport à leur travail et au nombre d'enfants qu'elles vont avoir dans leur vie, par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est important? Qu'elles soient libres, oui. Je souhaite aussi qu'elles soient raisonnables, qu'elles acceptent d'avoir des enfants à l'âge où c'est normal d'avoir des enfants. Elles attendent quelquefois d'essayer d'en avoir quand elles ont pris la pilule pendant 20 ans et ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas, et il fallait s'y prendre avant. Il faut être raisonnable de tous les côtés. Ouais. Okay. Non. C'est normal qu'elles veuillent travailler, avoir leur place dans la société, jouer un rôle dans la société sociale, dans la démocratie, dans la médecine, Au fait, et les pompiers, on n'en a pas beaucoup parlé. Ouais, c'est vrai. Alors, quelle idée de vouloir être pompier comme ça? Ouais, faut que je réfléchisse. L'idée d'être pompier, déjà pour être au même point que les hommes et pour aider les gens aussi, c'est une vocation, quoi. Voilà. C'est une vocation, oui. Voilà. Mais il faut savoir ce que c'est qu'être pompier. Ah bah bien sûr, Être pompier, ça veut dire intervenir dans des situations quelquefois risquées, ouais, quoi, dur physiquement. Ça nécessite de s'entretenir physiquement, oui, parce qu'il faut être sportif pour être pompier. Quand tu as quelqu'un qui prend un malaise et que par hasard il se trouve un pompier là dans les parages
Et ben, on est bien content d'avoir des pompiers. C'est rassurant, oui. Ça ne dérange pas de faire un métier qui, à la base, est un métier d'homme? Oui, c'est peut-être un peu pour leur damer le pion. Ben, ma foi, Ouais, voilà, c'est ça, un peu. Eh ben, elle a bien raison. Je l'approuve. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ben bon, si j'ai répondu, tant mieux. Bah, merci beaucoup, Janice, bravo. Bravo à vos questions. T'as pigé? Oui.